Merci. Et puis après, si t'as une voix. Coucou. J'arrive à te reconnaître. Bonjour, juste à la fin, donc journée Festisol, consacrée à l'Afrique, avec le titre « L'Afrique au présent, bâtissons l'avenir, action et projet ». Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a invité essentiellement des associations africaines. Alors on n'a pas que des Africains aujourd'hui, puisqu'on a aussi deux personnes là, qui viennent, qui sont de Turquie, c'est ça? Kurdes. Ce sont des Kurdes, hein, qui nous ont apporté aussi des choses à manger. Je vais demander alors, à chacun, puisque tout à l'heure il y aura présentation des différents thèmes de la journée, sachant que la journée est construite en 3 temps. Premier temps, c'est celui de partager un apéro et un repas, avec ce que tout le monde a apporté, beaucoup de spécialités africaines. Deuxième temps, à partir de 15h, il y aura la diffusion d'un film qui s'appelle en anglais The Great Green Wall, en français La Grande Muraille Verte, et qui a l'avantage de présenter énormément de problématiques de l'Afrique contemporaine, notamment liées à l'environnement, au travail des femmes, à l'agriculture, au changement climatique, aux migrations, etc. Ce qui nous permettra ensuite de discuter, d'avoir un petit débat. Et puis, il y aura donc un temps, alors c'est le 3e temps de la journée, où chaque association présente quelque chose. Il y en a qui vont apporter alors, des produits avant, on sait qu'ils vont pouvoir les présenter tout de suite. Mais il y aura également des animations liées à l'association qui s'appelle Kalisoki. Voilà, bon, je vais passer la parole à chacun, puisque le but maintenant, c'est que chaque association se présente très rapidement, très simplement, quelle association, et ce qu'elle a apporté, parce que finalement, on voit des choses sur les tables, mais on ne sait pas ce que c'est. D'accord ? Ouais. Voilà. Qui commence ? Vous êtes de l'autre côté. Kalisoki, allez. Bonjour à tous. Bonjour, merci d'être ici. Bienvenue à Bru. Je suis contente vraiment d'aujourd'hui recevoir les invités à Bru. Merci à l'association intervenue pour cette initiative. Évidemment, ça me tient au cœur, moi personnellement, en tant qu'Angolaise, en tant qu'Africaine. L'association Kalisoki, c'est une association artistique et multiculturelle. On soutient et on accompagne des projets. Aujourd'hui, on propose une conférence dégustation autour de la soupe. Pourquoi autour de la soupe? Parce que la soupe, pour nous, pour moi personnellement, ça ramène à l'héritage familière. Et c'est cet héritage familière que nous, à Kalisoki, on veut partager avec vous. Il y aura la soupe. Autour de la soupe, on parlera aussi de la Semaine de l'Afrique. C'est un événement qu'on fait à chaque année. Cette année sera la 3e édition. Dans le cadre de la Semaine de l'Afrique, on parlera sur la bibliothèque afro-lusophone. Que cette année 2024-25, on a travaillé sur la littérature. L'objectif de rencontrer et faire un hommage aux écrivains angolais. On arrivait à le faire, 50 écrivains de littérature jeunesse. Et le but de la question, et pourquoi la soupe? Parce qu'on vous parlait sur la responsabilité familiale, que c'est un projet d'une jeune fille angolaise qui propose ce thème. Elle a 28 ans, c'était élue Miss Angola France, pour le comité Miss Angola France. Elle a se déplacée à Rotterdam où elle a amené la couronne de Miss Angola Diaspora. Et aujourd'hui, on profite de l'occasion pour faire la présentation et autour de la table pour partager dans la conférence dégustation son projet, autant que comité Miss Angola France, qui est soutenu pour l'association Kalisoki. Merci à tous. Des pays d'Afrique, et peut-être ensuite ça pourra se dessiner avec l'Amérique du Sud. Donc voilà, vous avez des produits alors là, qui ne sont pas africains, qui sont simplement des productions d'inter-plus-value, qui tournent d'ailleurs beaucoup autour du Portugal, puisque c'est là qu'on a commencé. Et pour ceux qui veulent, en tout cas, vous pourrez acheter par exemple de l'huile d'olive ou du miel. Voilà. Je passe alors à Madas. Merci, bonjour. Donc, je suis très content d'être présent ici. Donc, Amadas, c'est l'association de l'Aradon, donc un petit peu plus loin le Morbihan, et qui a fêté ses 30 ans il y a 2 ans. Et
donc là, qu'est-ce que vous voyez sur la table? Des livres qui correspondent à nos différents voyages, une petite brochure qui correspond aux 30 ans de l'association qu'on a fêté il y a 2 ans. Bon, il y aura une présentation complémentaire tout à l'heure, donc je reparlerai aussi des cahiers de la paix et du contexte. Et au niveau de l'artisanat que vous voyez, c'est l'artisanat qui vient des artisans essentiellement de Koudougou, puisque c'est la 3e ville du Burkina Faso, où on intervient. Bon, vous savez qu'aujourd'hui c'est compliqué pour nos associations, on ne peut plus se déplacer au Burkina Faso, donc on est quand même en lien, puisqu'on a un jeune burkinabé, Pamphile Baléa, qui était ici, qui a été obligé de rentrer au pays, qui fait l'intermédiaire par rapport à nos liens avec les associations locales. Et donc à dire, on intervient maintenant aussi Et harmonie des saveurs, harmonie des senteurs et harmonie des créations. Alors nous, l'association Mata est une association de promotion des droits des femmes et des enfants en France et au Niger, de solidarité internationale et d'échanges culturels intercontinentaux. Nous, notre projet a démarré, et, le projet qu'il y a, pas le projet Mata, parce que le projet Mata, nous, on faisait des échanges et de mutualisation des compétences entre des chirurgiens africains et chirurgiens nigériens dans le cadre de la réparation de la fistule, la formation des jeunes chirurgiens à la réparation de la fistule, la prévention et la réinsertion sociale de ces femmes-là souffrantes de la fistule, victimes de toutes ces pesanteurs sociales, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bref. Et le projet qu'on a sur la table avait démarré au départ avec ma fille. On achetait les tisanes, l'hibiscus des femmes du Niger et on les transformait en France en boissons, des canettes ou des boissons en bouteille. Et moi j'avais réfléchi à voir comment est-ce que nous pouvons travailler sur un modèle économique, déjà pour l'association Mata, mais pour toutes les associations qui le souhaitent. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé d'abord à tester les tisanes à base des plantes d'Afrique, Moringa, Kenkeliba, toutes ces tisanes-là ont été fabriquées par des femmes du Niger. Nous partons au Niger, nous achetons ces tisanes-là et nous les ramenons en France. Par solidarité, ça a marché parce que nous avons créé un café à Palabre aux 3 Soleils où nous exposons nos produits, mais on est aussi sur les marchés et les foires. Par solidarité, les gens achetaient et nous envoyons de l'argent aux femmes en contrepartie. Elles doivent scolariser les jeunes filles. Et c'est un projet aussi avec la Fédération française des clubs pour l'UNESCO qui est développé aussi, que nous appelons aujourd'hui le parrainage ou marrainage pédagogique. Ceux qui veulent parrainer ou marrainer peuvent parrainer. Si vous achetez, vous pouvez acheter, prendre quelque chose et vous pouvez devenir parrain ou marraine d'une famille. Ce sont les mamans ou les papas qui sont des parents ou marraines là-bas, parce que tout doit se faire là-bas. Ensuite, petit à petit, on a commencé à prendre les épices et puis tout ce qui est cosmétique. Donc là, c'est l'harmonie des senteurs avec les parfums qu'elles-mêmes elles font, l'artisanat qu'elles vendent. Et mais voilà, à peu près ce que nous faisons par solidarité avec ces femmes-là. Tout à l'heure, tu pourras reparler de l'arbre à palabre. Oui, voilà. Tout à l'heure. Oui. Très bien. Vous pouvez goûter, il s'y a passé sur la table. Fatimata, on a encore beaucoup ici. Voilà. Je vais passer à la table suivante, sachant que là, on n'est pas en Afrique.
Il s'agit donc des Africaines de cœur. Des Africaines de cœur. Bonjour. En fait, je suis venue avec Fatmata, avec l'association Mata. J'ai préparé les plats kurdes, les Turcs. Je suis d'origine kurde. C'est bon. Merci. Sur la table, comme toutes les tables qui sont autour, c'est à vendre. Donc si vous voulez goûter ces produits turcs ou kurdes, oui les deux, certainement. Oui. Il y en a même certains qui sont au-delà, puisque j'ai vu qu'il y a plusieurs choses. Elle a mis les petits papiers d'ailleurs pour expliquer exactement ce que c'était, et puis avec le prix de chaque ingrédient. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Landry Gueye, je suis enseignant-chercheur à l'Académie de Nantes. Je tenais tout d'abord à remercier Emmanuel pour cette invitation. C'est la première fois que mon association, qui est dénommée Racines et Elle, puisse participer à cette rencontre d'échange interculturel. Alors, moi, j'ai amené mon livre qui s'intitule « Un enseignant noir dans une campagne française ». J'ai enseigné au Sénégal, en France, au Canada, et je suis revenu pour des raisons familiales et j'ai postulé à l'Académie de Nantes, ils m'ont pris. Et ma première année d'expérience, je l'ai fait dans une campagne française et j'ai vécu pas mal de choses, pas mal d'expériences, pas mal de chocs culturels. Et je pensais que ce serait bien de pouvoir écrire ça et montrer. Parce que pas seulement moi, mais peut-être on aura un Manuel ou un Félix ou un Peter qui est dans une campagne française et qui vit ces chocs culturels. Parce que la campagne et la capitale, c'est un peu différent. Et là, dans mon expérience, je retrace pas mal d'anecdotes, notamment juste deux. Par exemple, mon premier cours, un élève me dit « Monsieur, d'où venez-vous » Donc, c'est des choses qu'on m'a dit. Et moi, derrière, en tant que noir, etc., voilà, j'ai eu des pensées négatives. Par la suite, je me suis dit que c'est des enfants qui sont innocents. C'est tout à fait normal qu'ils se posent des questions. C'est comme un Français qui va en Afrique, généralement. On dit « Hey, tu vas bani, voici le blanc, etc., etc., etc. » Et pas mal de choses également que je pense que par rapport à mon accent, alors, ceci m'a poussé à mettre en place l'association qu'on appelle Racines et Elle, s'enraciner et s'ouvrir. Donc, nous qui sommes venus en France, etc., je pense qu'il va falloir qu'on s'ouvre à la communauté française, qu'on s'ouvre, qu'on essaie de s'intégrer, tout en restant dans notre identité culturelle. Et sur ce également, dans ma classe, j'ai vu pas mal de jeunes Africains ou de jeunes Français également qui subissent ce jugement. Et c'est pourquoi on voulait mettre en place un documentaire qui sera intitulé « Une école sans jugement ». Je peux donner 3 exemples. Il y a une maman qui m'a appelé pour me dire que son enfant n'a pas pris le dîner parce que voilà, on a rigolé pour son nom. Un nom, par exemple, Youssoufa, en Afrique, c'est un nom masculin. Et elle, c'est une fille. Donc, depuis lors, moi, quand je fais l'appel en classe, je ne prononce pas le nom masculin, mais plutôt notre nom qui est chérifié. Donc, c'est des jugements que ses collègues lui apportent, ses camarades de classe lui apportent. Il y a un autre élève qui a une orientation sexuelle, qui aujourd'hui est rigolé par rapport à ça. Et je peux également donner plein d'exemples. C'est pourquoi on va mettre en place ce documentaire, ce film documentaire, où on donnera la parole aux élèves pour qu'ils puissent s'exprimer, aux parents d'élèves, aux enseignants, aux psychologues conseillers pour qu'ils puissent mettre en exergue l'impact d'un jugement d'un élève dans un établissement qui peut être frein à leur décollement pour avoir une année scolaire apaisée. C'est pourquoi je vends ces livres à 20 € pour pouvoir financer, apporter un financement à ce documentaire
qui pourrait servir pour nos fils, pour nos filles, pour nos petits-fils, pour nos petites-filles, afin qu'ils puissent s'épanouir en l'école. L'école, c'est l'épanouissement, c'est la construction des consciences. Si aujourd'hui, cette conscience n'est pas construite, ça peut impacter positivement, négativement plutôt, à l'émancipation de l'élève par rapport notamment à ses résultats, parce que j'en sais beaucoup de choses. Les élèves qui aujourd'hui, ils ont une contrainte psychosociale, ça ne va pas à la maison, ça se répercute à l'école. Ça ne va pas à la maison, ça se répercute à l'école. Ça ne va pas à la maison et ça se répercute à l'école. Je l'ai dit 3 fois, pourquoi? Parce que c'est très important de tendre la main à ces élèves. C'est pourquoi je vends ces livres à 20 € pour pouvoir financer ce documentaire, aller dans les 15 établissements de Rennes et environs pour pouvoir sensibiliser, éveiller les consciences par rapport à ces discriminations, par rapport à ces jugements à l'école. Je vous remercie de votre attention. On va passer à la suivante, mais juste pour dire que les associations... Bonjour à tout le monde. Alors moi je m'appelle Falidou Tian, avec mon collègue et ami Malik Safo. Nous sommes de l'association Diaspora 2.0. Alors pourquoi Diaspora 2.0? Parce que nous sommes arrivés en France et on a constaté que dans toutes les démarches que nous, immigrés, faisons, et même les Français, ça se fait à travers l'outil informatique. Alors, de nombreux Sénégalais sont confrontés à cette nouvelle digitalisation et beaucoup ne maîtrisent pas l'outil informatique, sinon ont des difficultés à lire ou à comprendre le français administratif. Raison pour laquelle nous avons pensé à mettre en place cette association. Nous l'avons mis en place donc pour les accompagner sur l'accès à l'informatique et au numérique. Et nous avons pensé aussi leur donner le maximum d'informations possibles. Et pour cette raison, nous avons mis en place dans un premier temps un magazine que vous aurez peut-être le temps de voir directement à partir d'ici. Ensuite, un site internet et finalement une chaîne Diaspora Actu TV que nous utilisons pour leur donner le maximum d'informations sur la vie des immigrés, sur les décisions prises par le gouvernement, sur les lois et règlements de la France. Donc voilà en grosso modo la raison pour laquelle nous avons mis en place cette association. Et nous sommes basés à Bru et l'association a été créée en 2021. Donc nous sommes ouverts à toutes les autres associations pour les accompagner aussi dans la communication en général. Donc on a un site internet, on a un magazine et on a une chaîne YouTube. Donc on aura l'occasion de vous faire découvrir le tout après. Merci. Dans des villes différentes. Il y a par exemple Kalisoki, celle qui va parler maintenant c'est Bru, nous aussi. Landing, toi, ton association, c'est quoi? C'est Rennes? C'est Rennes. C'est Rennes, voilà. Abadas, c'est Aradon, à côté de Vannes. Vous êtes à Rennes, oui. Et puis, qu'est-ce qui reste? La FFCU, qui va parler ensuite. Il y a aussi Guillaume, je crois que c'est à Rennes. D'accord pour la paix, c'est à la mer. Voilà. Et toi? Alors. Oui, mais on va dire tout à l'heure. Très bien. Voilà. On va changer de pays. Ouais. Je passe la parole à Guillaume. Merci, on va changer de pays, mais c'est le plus grand pays de la planète en termes de l'importance. Oui, la République démocratique du Congo, c'est un pays de danger global, planétaire, raison pour laquelle c'est un pays de conflit plus de 30 ans. Je vous épargne de cela, je crois que tout le monde est informé, mais ce qui est vrai que ça passe de bouche à oreille, mais ça ne passe pas dans l'échelle la plus importante de la planète. Mais il y a les morts, mais ce sont des humains. Donc, moi, je suis le président de l'association Cacao pour la paix. L'initiative de l'association Cacao pour la paix, vous allez comprendre qu'il y a mot paix, c'est tout simplement
nous nous sommes dit que les cacao étant l'or de l'agriculture et que les premiers producteurs mondiaux de la cacao, c'est la Côte d'Ivoire. Mais la République démocratique du Congo a la capacité de produire 5 fois la quantité de la production de la Côte d'Ivoire. Ah oui? Oui. Et en son temps, à l'époque belge, le pays colonisateur, les Belges avaient commencé déjà pour que les cacao puissent être, à part les caoutchoucs, que ce soit les cacao comme la production, en ce qui concerne l'alimentaire, avant l'huile de palme. Et après, l'indépendance est arrivée. Mobutu voulait bien développer le cacao parce qu'on a des meilleures qualités de cacao de la planète. Comme Mobutu a frété des avions jusqu'à l'Amazonie, aller chercher à l'équateur. Il a fait ce qu'on peut dire pépinière de dimension internationale avec un centre de recherche important dans l'agronomie au niveau de Yangambi. On appelle ça Bengamisa. Mais après, son frère ami au fouet a dit, mais Mobutu, tu y as beaucoup, tu ne peux pas encore aller dans les cacao, tu as le cuivre, tu as tout, tu as l'or, tu as diamant, tu as manganèse, tu as cobalt, tu as tout ce qui est le plus important de la planète, même du pétrole. Mais laisse-moi ne fût-ce que les cacao. Mobutu a négligé les secteurs cacaoyers chez nous. Et voilà, nous nous sommes dit, bon, comme le minerai est source de conflits qui tuent les autres, pourquoi pas qu'on essaie de travailler pour que dans les parties du bassin du Congo, donc la forêt équatoriale, parce que les cacao c'est une culture qui a besoin d'ombrage et de coupe-vent, donc ça ne peut pas se faire dans des parties savannes, mais sauf si on doit créer des forêts artificielles plutôt, pour qu'enfin qu'on puisse cultiver le cacao. Mais comme il y a de parties de forêts déforestées, au niveau de la forêt équatoriale, on s'est dit, bon, avec Cacao pour la paix, ce que nous pouvons faire, c'est encourager les agriculteurs de se lancer dans la culture du cacao. Ce qui fait que, partant de nos existences, nous sommes déjà à peu près à 50 000 hectares de forêts reforestées. Mais c'est un travail qui... Nous sommes dans un pays où il y a tout. Il y a tout, sauf des gens sérieux et les gens qui travaillent pour l'intérêt supérieur de la nation. Et on est en train de travailler dans ce sens-là. Et voilà, c'est la raison pour laquelle, avec Cacao pour la paix, on a commencé à la République démocratique du Congo, mais comme nous parlons plus du bassin du Congo, et après on est parti à la République centrafricaine, et on a traversé en face. Bon, même la République centrafricaine, c'est toujours en face, hein, parce qu'on est voisins. Et après, nous sommes aujourd'hui au niveau aussi de la République du Congo, qui est notre voisin. Voilà. Mais après, un peu, on sollicite un peu en République, au Cameroun. Mais les moyens ne suivent pas, mais on est encore dans ces 3 pays-là. Voilà, c'est tout ce que je peux dire dans un premier temps. Merci. D'ailleurs, c'est marrant parce que finalement on a commencé par le pays qui est voisin du dernier. Parce qu'on a une frontière commune. Voilà, et dernier mot, alors là on n'est pas sur un pays, mais sur autre chose, donc voilà, je passe donc la parole à Abouba Saliba. Merci Manuel, et bonjour à toutes et à tous. Je suis Abdouma Sériman, je suis burkinabé français, français burkinabé, ça dépend des circonstances, des moments. En tout cas, c'est une citoyenneté que je porte, j'allais dire, dans la double culture et que j'assume pleinement. Je suis là à cette journée, c'est vrai que l'intitulé est bien trouvé. L'Afrique au présent bâtit son avenir. Bon, c'est bien.
C'est vraiment ça. Et je suis ravi donc de rencontrer tout ce beau monde. Il y a beaucoup de visages que je connais déjà pour avoir mené des actions dont je parlerai juste à la fin de mon propos. Alors, je suis dans un établissement scolaire où on met en place une politique d'ouverture culturelle et parmi les leviers qu'on se donne, évidemment, il y a les associations qui sont dédiées aux élèves pour qu'ils puissent s'ouvrir à d'autres choses que les cours, en complément des cours, bien sûr. Et c'est ainsi qu'on a un club UNESCO dans le lycée où je suis, ça fait quelques années. Et c'est dommage, hein, parce que bon, c'est pas facile le week-end pour les élèves de pouvoir se rendre disponibles. Je pense qu'ils auraient bien aimé être là avec vous, mais bon, ils ne pourront pas être là. Le club UNESCO, c'est prioritairement tout ce qui va toucher la rencontre des cultures, évidemment. Pouvoir, à partir de la Bretagne, s'ouvrir aux cultures du monde. C'est l'enjeu, surtout dans ce contexte actuel. Et beaucoup d'élèves, dans cette démarche-là, de découvrir d'autres cultures, se rendent compte qu'il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire connaître sa propre culture. Et ça les amène donc petit à petit à regarder à l'échelle de la Bretagne quelles sont les facettes de la culture qui constituent, on va dire, la Bretagne en tant que telle. Et une fois qu'ils ont découvert ces facettes culturelles, ils peuvent prendre appui là-dessus pour parler au monde. Sans vous piéger du tout, je vais poser une question, ou même deux. Qui peut me citer deux biens ou sites culturels de la Bretagne reconnus au niveau mondial, c'est-à-dire classés au patrimoine de l'UNESCO? Pas tous en même temps, pas tous en même temps. Pardon? Qui est classé au patrimoine de l'UNESCO. Alors, il y a un autre site. Pardon. Oui. Il y a encore un autre. Oui. Bien sûr. Qui officiellement n'est pas breton, mais on n'est pas d'accord. Ah, voilà, mais c'est pas ça, j'allais terminer. On dit, mais justement, c'est Normand qui nous cherche la bagarre. Hein. Juste à cause du Quénon, en fait. Hein, parce que bon. Et donc, le Mont Saint-Michel est classé au patrimoine de l'UNESCO. Donc, avec les élèves de Vitré, où je suis, on commence par ça. C'est-à-dire, on parle d'abord du patrimoine culturel au plus près. Et après, on va beaucoup plus loin pour parler des autres cultures. J'ai été attentif à tous les témoignages, et en particulier à ce qu'a pu dire le collègue, qui est vraiment très poignant comme propos. Et on est tout à fait, en fait, comme on dit souvent, c'est un peu comme le bourgeois gentilhomme, on fait la pro sans le savoir. Vous faites du club UNESCO sans le savoir, en fait. Donc, c'est une invitation donc à rejoindre le réseau. Bon, donc, pour le oui. Le problème, c'est que tu n'as pas dit au début que tu étais président de l'FFC. J'ai pas voulu le dire. On avait remis à volontairement. Bon. On se pose la question. Oui, mais on va peut-être finir par là. D'accord. Commençons par le commencement. C'est-à-dire, si je me suis retrouvé dans cette responsabilité, c'est peut-être à partir du terrain d'abord. Voilà. Alors, on ne va pas se rajeunir, mais ça fait un petit moment qu'on se connaît avec ce monsieur-là, Manuel. Bon, donc, qui lui-même a beaucoup servi dans l'académie ici. Bon, comme inspecteur, grand inspecteur. Avant de venir dans l'académie de Rennes, il était ailleurs, parce qu'il a servi à différents endroits à l'éducation nationale. Et on a plusieurs points communs, et parmi les points communs, il y a notre attachement vraiment à l'UNESCO. D'accord? Donc avec Manuel, quand il était en activité dans l'académie, on a porté beaucoup de projets pour faire connaître précisément aux lycéens de la Bretagne cette dimension de l'UNESCO et en quoi le fait de prendre appui sur les programmes de l'UNESCO, ça aide énormément et ça rejoint parfaitement d'ailleurs les programmes de l'éducation nationale.
Je ne vais pas citer tous les projets, hein, parce que ce serait long. Et donc, il n'y a pas de hasard du tout qu'on se retrouve là, dans cette matinée, cet après-midi désormais, à parler de l'Afrique, parce que Manuel a porté un grand projet de l'Académie, il y a maintenant 5 ans, c'est ça? Africa 2020? Oui, c'est en 2020. Ouais. Voilà, c'est en 2020 précisément, où il y a eu beaucoup d'établissements de l'Académie qui ont participé à faire connaître la culture de l'Afrique en Bretagne. Voilà. Et par petites touches successives, à partir de ce qu'on a fait au lycée, à l'échelle de l'académie, à un moment donné, ça peut être reconnu. C'est ainsi qu'en 2017, les amis des clubs UNESCO m'ont fait confiance pour m'élire comme président. Bon, évidemment, ce n'est pas de tout repos. C'est même pas chronophage, mais en tout cas, ça demande du temps, il faut s'y investir. Je le fais avec beaucoup d'engagement, j'espère, en tout cas d'entrain. Et le fait de prendre appui sur les valeurs de l'UNESCO, surtout dans le monde actuel, c'est pas juste pour faire bien, quoi. C'est pas une option parmi d'autres, je pense que c'est vraiment l'option et peut-être la seule sur laquelle il faut qu'on les uns et les autres ici, nous puissions prendre appui, en fait. Quand on parle de l'Afrique qui construit son avenir, mon cher Guillaume l'a dit, vous savez, certains voudraient bien bâtir l'Afrique, mais sans les Africains. Ça, je ne vous apprends rien, ce n'est pas une surprise. Si, il y a même eu des écrits là-dessus, Stephen Smith, pour ne pas le citer, a pu écrire que si on remplaçait par exemple la population du Tchad par une autre population du monde, au bout d'une année, on ne reconnaîtrait pas le Tchad. C'était une façon, dans sa négrophobie, de montrer qu'en fait les Tchadiens sont condamnés au sous-développement parce qu'ils sont Tchadiens. C'est quasiment comme dans leur gène, quoi. Bon, passons. Le plus important, c'est de comprendre que l'Afrique, en cherchant son avenir, ça ne va pas se faire en dehors du monde. C'est peut-être un constat trop simpliste que je pose là, mais c'est une évidence qu'on oublie souvent. L'Afrique doit se projeter, mais en se plaçant aussi dans un monde qui évolue, avec ses potentialités, ses dangers, ses menaces. Et quand bien même c'est vrai, les plus grandes menaces, quand on les cherche, c'est souvent quand même en Afrique, quoi. Les guerres font des ravages aujourd'hui sur la planète, mais beaucoup de guerres ont pour théâtre d'opération quand même beaucoup de pays africains. Ça engage la responsabilité des Africaines et des Africains sur les enjeux de la paix. Sur les enjeux de la paix. Et construire la paix, pour ce qui me concerne, je pense que la plus belle contribution qu'on puisse apporter, c'est par l'éducation. Et on ne va pas réinventer la roue. Un de nos dévanciers illustres l'a dit, et je terminerai par là. La plus belle chose qu'on a entre les mains pour pouvoir changer le monde, c'est l'éducation. Et qui l'a dit, c'est Nelson Mandela. Donc ça veut dire que nous sommes aujourd'hui réunis, c'est une étude éducative en fait, que nous allons poser là, permettre de se rencontrer, discuter, et en dehors de cette salle, prolonger des projets. Parce qu'on en a, Manuel. Dans quelques semaines, on se retrouve à Bordeaux. J'aurai la chance d'accueillir à Bordeaux des collègues venus d'une quinzaine de pays, présidents de fédérations, des clubs UNESCO, et qui viendront partager ces enjeux-là, de comment on peut, dans nos pays et à l'échelle internationale, lutter, le mot n'est pas faible, pour que le monde ne sorte pas des rails où difficilement on a pu l'installer dans le XXe siècle, à partir de balises quand même fortes. Parmi ces balises, je vais en citer deux. La Déclaration universelle des droits de l'homme,
qui aujourd'hui est vraiment malmenée, pour ne pas dire plus, et lié à ça, et marchant sur le pied, quand on dit droit de l'homme, ce qui importe après pour la société mondiale, c'est le multilatéralisme, c'est-à-dire la conception selon laquelle le monde se compose d'États, petits, moyens et grands, et que dans cette communauté humaine, chaque État a l'égale dignité, la même voix que les autres, et considérer qu'on gagne à trouver des problèmes ensemble en discutant tous, les 194 États, plutôt que d'être à la merci de tel ou tel État qui considère qu'ils sont suffisamment puissants pour décider pour tous les autres. Quelle option voulez-vous? Quelle option voulez-vous? Celle où on est tous autour de la table pour décider ensemble, ou celle où on laisse... Tous autour de la table. Ah, mais on n'aura pas comme ça cette option si on ne se bat pas, hein, chers amis. Ça, c'est évident. C'est tout le sens de notre présence ce matin. Merci. Je vais juste faire deux liens. Le premier, oui, c'est vrai que c'est bien que les États discutent, mais moi j'ai un grand doute sur les États. Je préfère quand les peuples discutent entre eux. Oui, bien c'est vrai qu'en plus, la thématique du festival, c'est justement droit des peuples. Ça, c'est le lien, tout à l'heure, donc, on diffusera un film qui est justement au projet que l'on mène avec 5 lycées bretons. On peut parler bien d'eux, mais il y en a 5, qui est autour de la Grande Muraille Verte au Sahel. Donc, on en reparlera tout à l'heure. Et puis on va passer peut-être à l'interculturalité du ventre, avec tout ce qui a été apporté, en sachant que, alors juste une question, Elsa, comment dire, la conférence dégustation, tu l'as fait maintenant? Non, on mange... Et après, alors oui, ça c'est pour les gens qui viennent. Après, entre nous, si quelqu'un a envie de bien connaître, de goûter... Dans ce cas-là, mettez-vous tous autour de la table, et puis on va partager ce qu'il y a. Dégustation des menus congolais. Ouais. Voilà. Capitale chez les Wangala, on appelle ça Pondu. Saka. C'est... Mon père s'amusait un peu souvent avec le roi Baudouin. C'est parmi les plats que le roi Baudouin aimait beaucoup. Donc vous pouvez déguster ça. Ici c'est le haricot que tout le monde connaît, mais c'est à la sauce congolaise. Et le dé là, les sakasaka ou bien le pondu avec l'haricot, il faut le prendre avec du riz pour l'accompagnement. Voilà, merci. C'est tout. Bon, je laisse la parole au petit Ami. Venez, tu veux pas parler? Voilà, ben tu... Non. On peut parler un poulet yassa. Oui, si tu veux. Je crois que c'est un plat typique du Sénégal plutôt. Ouais. J'espère que vous allez apprécier. Et il y a du riz à côté. D'accord, ok. C'est quoi ta nationalité? Burkinabé, franco-burkinabé. Ok, d'accord. Voilà, elle a pris des risques quoi, pour faire notre plat. Ouais. C'est comme ça. Ah ouais, c'est bien. Justement, c'est ça l'interculturalité. Ok? C'est une chose. Donc le plat que nous allons présenter, c'est du couscous à la sénégalaise, voilà. Avec du poulet, du couscous, des œufs, de la sauce et des légumes aussi, voilà. C'est toi qui l'as préparé? Non, c'est ma mère. Ok. Tout le monde ne tient pas là. C'est du couscous. Ouais, peut-être sur le couscous au poulet. Voilà, merci. D'accord. Oui, le plat c'est du couscous à la mode sénégalaise, comme l'a dit ma fille.
Il y a un accompagnement après du jus de bissap fait avec de la menthe et du sucre et du fleur d'oranger. Merci et bonne dégustation. Moi, je présente le jus de bissap. Chez nous, on le fait à l'association Kalisoki depuis 2019. C'est toujours la même recette qu'on propose dans chaque événement. C'est à base de bissap, citron, de sucre et gingembre. Toujours la même quantité pour préserver la mémoire. Merci. Les racines c'est possible, mais les feuilles, on ne peut pas. Vous en voulez? Et moi j'ai amené des criquets et du cliché, la spécialité du Niger. Du cliché, la viande boucani séchée, et puis des criquets, et puis la tisane à base de biscuits. Je vais en faire tout à l'heure. Bon, ça prend du temps. Ça prend au moins pas moins de 4 minutes. Là, on a amené du yassa, qui est une spécialité sénégalaise ici, du riz blanc et une sauce d'oignon. C'est du riz blanc, une sauce d'oignon et des purées. Bonne dégustation à tout le monde. Si on veut les sarrasins, confectionner des galettes de sarrasin avec de la pizza. Voilà, c'est pas des galettes, c'est des cartes. Oui. Carré de sarrasin. Ah, d'accord, voilà. Ouais, par ailleurs, mais bon, par la suite, hein, il y a effectivement des choses qui sont plus sucrées. Là, il y a de la mangue séchée, des bananes, également de l'ananas au four. Voilà. En tout cas, régalez-vous. Bonjour Monsieur Surima. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous sommes là pour participer à une rencontre autour de l'Afrique qui s'intitule « L'Afrique au présent bâtit son avenir ». Donc je suis là au titre de la Fédération française des clubs UNESCO que je préside depuis 2017. Et ici à Rennes, la fédération compte de nombreux amis, de nombreux partenaires, parmi lesquels l'association Inter Plus Value, que préside mon cher ami Manuel Delinan, que je connais et avec qui nous avons porté de nombreux projets à différents niveaux, que ce soit au niveau de l'Académie de Rennes. Par exemple, en 2020, on a organisé ce qu'on a appelé Africa 2020. Africa 2020, c'était l'occasion de diffuser les différentes facettes de la culture africaine auprès des établissements scolaires en Bretagne. Et beaucoup de lycées, beaucoup de collèges aussi avaient répondu présent pour porter des projets au sein de leur communauté éducative pour parler de l'Afrique. Ça pouvait être par le livre, par le théâtre, par la danse, ainsi de suite. Donc c'était vraiment une belle occasion. 5 années plus tard, on a aujourd'hui le 29 novembre 2025, on se retrouve à Bruges pour parler encore d'Afrique. Et cette fois-ci, de façon, on va dire, à partir de projets concrets. Donc il y a 2 projets là que je vais évoquer aujourd'hui. Le premier, c'est sensibiliser sur les enjeux de la Grande Muraille Verte au Sénégal. En janvier 2023, je suis allé à Dakar, où j'ai signé au nom de la Fédération française des clubs UNESCO un partenariat avec l'Agence sénégalaise de la Grande Muraille Verte. Et cette convention vise à ce que, entre jeunes du Sénégal et jeunes de la France, on mette en place des partenariats inter-établissements scolaires, inter-clubs UNESCO, pour que les jeunes soient en première ligne dans la dimension de dire, bon, on doit évidemment sauver aujourd'hui tout cet espace où le désert malheureusement gagne au quotidien, avec une mobilisation forte de tous les acteurs.
Et parmi ces acteurs, il y a la jeunesse. Donc, les jeunes ne doivent pas être absents du combat contre le réchauffement climatique. On travaille là-dessus et on est bien avancé. Après 2 années de travail intense, je suis ravi de pouvoir dire qu'il y a du côté du Sénégal près de 50 établissements scolaires, collèges et lycées qui participent au projet. Et du côté de la France, il y a au moins une vingtaine d'établissements qui participent. Il y a des universités, donc l'université de Rennes 2, par exemple, qui participe. Il y a l'UCAD de Dakar, donc l'université Cheikh Anta Diop. Voilà, c'est vraiment des partenariats très dynamiques. Deuxième projet, c'est le projet avec l'association MATA, que préside ma chère amie Fatimata Waro. Et ce partenariat a donné lieu à une convention signée entre la Fédération française des clubs UNESCO et MATA en 2024 pour qu'on puisse participer au parrainage et au marrainage de formation de jeunes filles au Niger. Ça consiste à quoi? Ça consiste à mobiliser chaque année des personnes en France qui sont évidemment très informées de la situation de l'école au Niger et qui veulent aider à ce que des familles modestes puissent soutenir leurs enfants dans un parcours de scolarisation, de formation et pourquoi pas après d'insertion professionnelle. Ok. Et voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire juste pour ce type d'événement en fait. Vous les conseillez parce que vous incitez aux gens de venir un peu écouter, voir, écouter les projets, surtout au niveau, on va dire, la communauté africaine. Parce que souvent, ils ne sont pas présents dans ce type d'événement. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Parce qu'ils négligent, ils ne se rendent pas compte. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je suis d'accord parce que c'est vrai qu'on est un samedi d'automne, il pleut, c'est pas forcément la période, en plus il fait froid. Ceci dit, dans cette salle, on est bien le chaud ici. Et il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'associations qui sont dans la salle. Et pour vous répondre, effectivement, le public doit savoir qu'en venant dans ce type d'activité, on va venir toucher de la réalité de façon concrète. Nous ne parlons pas de grandes déclarations. Non, nous entrons par le concret, c'est-à-dire par le projet. Un jeune qui vient dans cette salle, avant de repartir, saura que tiens, je peux m'engager avec, par exemple, Cacao pour la paix, qui est une association très dynamique. Je peux m'engager avec Mata au Niger. Je peux m'engager avec Abadas, qui intervient au Burkina Faso. Je peux intervenir auprès de notre famille qui est autour évidemment de l'Angola et qui développe des partenariats entre l'Angola et la France. Il y a bien sûr les clubs UNESCO, voilà. Et bien sûr l'organisation même qui a l'initiative Inter Plus Value. Voilà, c'est pour dire que c'est un lieu où on vient rencontrer des porteurs et des porteuses de projets concrets qui permettent à un jeune et un moins jeune, parce qu'on s'intéresse aussi aux personnes recrutées, qui viennent avec nous pour qu'ensemble on mette en place vraiment des projets qui sont porteurs de sens. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez vu le gros problème du réchauffement climatique, du changement climatique, de la valorisation agricole, de la végétalisation, du travail des femmes, de ce que souffrent les femmes aussi dans leur travail. Et puis les migrations qui sont provoquées et qui du coup impactent même directement l'Europe. L'idée c'était de faire, je me demandais s'il y en a un ou deux d'entre vous qui a envie de dire quelque chose sur le film. En tout cas, je choisissais, il y avait deux raisons. Ça c'est thématique. L'autre, c'est qu'en fait il est parti, mais Serena, donc de la Fédération des clubs UNESCO, Interplus-Value travaille avec cette fédération pour mener un projet dans 5 lycées bretons avec les élèves autour de ce projet de Grande Muraille Verte. Les lycées sont à Vitré, Liffré,
Lannion, Pontivy et Castambert. Et en fait, les élèves travaillent à partir du film d'ailleurs, sur les problématiques qui sont abordées, sur ce qui pourrait être fait. Et on leur a trouvé 5 lycées partenaires au Sénégal, de manière à ce qu'ils puissent travailler avec les élèves du Sénégal. Et puis, on va voir notamment avec les financements de la région Bretagne, si on peut financer leur déplacement au Sénégal pour qu'ils aillent directement travailler là-bas avec leurs collègues sénégalais. Donc voilà, l'argument est parti, mais on avait aussi une autre raison de présenter ce film aujourd'hui. Et puis par ailleurs, alors dans votre avis, moi je trouve que c'est un très beau film, en termes d'image, de musique, de la qualité de cette chanteuse malienne qui fait le voyage et qui montre son propre voyage. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? La musique, c'est déjà. La musique, oui. Très fort. Non, c'est bon. Je vais montrer les instruments qui viennent vraiment de Tombouctou, parce que... Alors, vous ne l'avez pas encore vu parce qu'elle n'était pas là tout à l'heure quand on l'a mangé, mais Françoise Rabel, donc, qui est présidente de l'association Timiline Moudre nos idées ensemble, et qui travaille sur des projets avec l'Afrique, et qui notamment, alors, c'est un peu dommage parce qu'il y a eu un concert le 15 novembre à la Mire du groupe Tartite, c'est ça? Voilà, je vous ai amené des vinyles juste pour regarder si vous voulez, pour acheter des télé. Et tu me donnes juste le micro? Oui. Voilà. D'accord. Alors, pourquoi j'ai des instruments avec moi? Ce sont les instruments du groupe Tartite, qui est le groupe de femmes le plus connu au Sahara. Si certains connaissent Tina Riwen, qui est le groupe d'hommes le plus connu au Sahara, ce sont des hommes qui sont partis en Libye et qui ont changé les armes pour les guitares. C'est raccourci, mais c'est la vraie histoire. Voilà. Et ces femmes, Tartite, elles se sont formées en 1992, donc on a fêté les 30 ans de leur carrière internationale, elles ont fait le tour du monde, elles sont reparties à Bamako le 24 novembre, le 25 novembre, voilà. Vous voyez, donc, et pourquoi j'ai les instruments avec moi? Vous croyez que quand on envoie une jeune bretonne jouer de la harpe en Scandinavie, elle rentre sans sa harpe? Pourquoi j'ai les instruments avec moi? C'est pas possible de réagir. Parce qu'ils risquent leur vie. Le griot qui joue, donc ça, vous l'avez vu dans le film, hein, le Ngoni, on l'a vu dans le film à un moment donné quand elle est chez elle, Inamoja, quand on parle avec son père. Il y a un monsieur qui joue du Ngoni. Voilà. Le monsieur qui joue du Ngoni, il est sur la route pour Tombouctou, chez lui, il risque sa vie. Voilà, c'est une réalité. Alors on n'est pas là pour pleurer, on a de la chance, on peut partir, sans risquer notre vie sur les routes. Mais voilà. Celui-là, je l'ai amené aussi, il va partir à Ploua. Parce que c'est grâce aux associations que ce Tartite arrive à être programmé en Bretagne, alors qu'il est programmé dans toutes les grandes capitales d'Europe. Hein. Il n'y a qu'en France, on est moins solidaire qu'ailleurs, je trouve. Enfin, je ne comprends pas. Voilà, ces femmes jouent à Guichet fermé à New York, à Washington, partout. Hein. Nous, en Bretagne, s'il n'y a pas une petite association locale pour les faire venir, elles ne jouent pas. L'IMSAD, cet instrument-là, il est classé à l'UNESCO. Voilà. Donc comme ça a l'air de rien. Mais derrière un objet comme ça, c'est toute une culture millénaire qui nous a bercé. Moi, je ne suis pas très vieille, mais j'ai quand même grandi avec le Petit Prince. J'ai grandi avec les caravanes, l'imaginaire, je dirais, des caravanes, les hommes bleus. Voilà, je ne savais pas trop ce que c'était, mais ça m'a fait rêver toute mon enfance. Je dirais, ça faisait partie de ma vie. Avec quoi grandissent nos enfants aujourd'hui quand on leur parle de désert? Voilà. J'ai vécu 3 ans avec un migrant somalien, il n'a toujours pas compris mon intérêt pour le désert et pourquoi je veux passer autant de temps à défendre ces cultures, parce que pour lui, le désert, c'est juste un cimetière. Et quand on voit le film, on peut comprendre que pour lui, le désert n'est pas un territoire. Mais pour moi, si, le désert, c'est un territoire habité par le passé et que je souhaite habiter dans le futur. Voilà, donc... et ce film, The Great Green Wall, c'est un film que j'ai programmé en 2023. J'avais invité Adjouma Silima. Christian qui était là aussi. Et une bretonne, elle s'appelle Elodie Haro. C'est une femme qui a traversé de Dakar à Djibouti, seule, à vélo, en bus, la nuit, donc dans des pays en conflit. Elle a fait tout ce trajet pour rencontrer des gens qui sèment l'espoir, qui sèment des graines. Et c'est devenu une bande dessinée qui s'appelle Daji. Et donc c'est aussi dire qu'à notre niveau à nous,
on peut trouver des façons de faire. Alors moi je ne fais pas du vélo, je ne vais pas jamais devenir une athlète de haut niveau, mais j'ai créé un festival qui s'appelle Voix du Sahara, et depuis 2014, tous les ans, à Pontivy, il y a un moment comme celui-ci, et c'est important parce qu'on développe de la sensibilité, on se rencontre, et puis j'espère que vous allez pouvoir parler aussi de comment vous avez reçu ce film, parce que ça m'intéresse beaucoup, entre autres. Merci Manuel pour cette belle journée. Elodie Haro, voilà. Alors on est plusieurs là, aller à Bordeaux dans 15 jours, et elle sera là-bas. Tout ça c'est de la coopération bretonne, hein. C'est-à-dire c'est parce que Manuel, Ardiouma, Christian, Guillaume, tous là on se connaît, qu'on s'apprécie, parce que c'est pas seulement de se connaître, c'est on s'apprécie vraiment, et c'est grâce à ces liens et ces relations que nos ressources, on les garde pas pour nous, évidemment, ça n'a pas d'intérêt, on les partage. Et ça commence comme ça la coopération internationale. Oui. Merci Emmanuel. J'interviens parce que le film parle de l'Afrique et qu'après que les Africains ne prennent pas la parole, ça sert un peu insulter les ancêtres. Je pense que c'est parlant ce film. C'est parlant, je crois que ça évoque la solidarité internationale. Et quand nous voyons ce film, vous devez vous rendre compte que quelque part là-bas, dans ce qu'on appelle désert, c'est l'origine de nous tous. Nous tous, nous venons d'Afrique. Il y a des millions d'années, nous tous, nous venons d'Afrique. Et être inconscient de ne pas intervenir d'où nous venons, c'est un peu grave. Européens, Asiatiques, Américains, et tout ça. Tous nous venons d'Afrique. Nos ancêtres, ce sont des Noirs africains. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a changé des races, non, c'est faux. Si on pouvait changer des races, on devait avoir des sangs qui n'est pas rouge. Comme tous nous avons des sangs rouges, c'est que nous avons les mêmes races. Il faut voir les races en termes de sang, pas en termes de pigmentation de la peau. Et je pense que l'humanité aujourd'hui, ça peut échanger avec l'effort de la société civile que nous sommes. Les politiques ne sont pas là pour réunir, les politiques sont pour diviser. Et cette initiative de Miraille Verte et Sahel, nous devons les soutenir parce que nous retournons où étaient nos ancêtres. Il va falloir faire quelque chose. Et je ne veux pas condamner ce que nous sommes ici en Occident. Mais une chose est vraie. Nous sommes voisins l'Afrique et l'Europe. Les sous-développements de l'Afrique restera une problématique pérenne et durable pour l'Europe. Et je crois savoir qu'il va falloir qu'il y ait des solidarités, que la société civile puisse faire en sorte que c'est un peu difficile, ce qui est vrai. Mais un peu de volonté, on pourra faire en sorte que les politiques puissent nous entendre. Si on peut faire quelque chose, ne fût-ce que partant de Miraille Verte pour donner des emplois, comme je vis là-bas, ça sera une très bonne chose. Le paix qu'on peut avoir, si chacun peut contribuer pour 10 arbres, ne fût-ce que 2 arbres, ne fût-ce qu'un arbre, pour que ces projets puissent être matérialisés, faisons en sorte qu'on puisse le faire. Je vous dis et je vous remercie. Bonjour à tous. Je pense que je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Déjà, remercier encore pour cette initiative. Remercier pour ce partage de documentaires. C'est quelque chose qui nous oblige à réfléchir, qui nous oblige à trouver l'empathie. Je ne peux pas te dire que tu es un être humain si tu n'es pas capable de sentir. Si tu n'es pas capable de voir que
la fin, on est tous le même. Parce que c'est des gens qui vont mourir à cause de quoi? C'est une question. Je pense que tout le monde devra essayer de trouver une question. Parce que peut-être on dira que c'est la guerre. Pour certaines, diront juste que c'est le désert. D'autres, c'est la faim. Chacun, par rapport à sa réalité, dira c'est quelle raison. Ces films, pour moi, c'est une inspiration. Quand je vois ces jeunes filles qui se déplacent, avec cette force que d'autres jeunes diront, c'est parce qu'elle a de l'argent. Je pense que tout le monde qui est dans l'associativisme, qui travaille dans les projets qui est lié à l'humanité, je pense que ces gens-là, ils ne pensent pas à l'argent. Ils pensent toujours aux moyens de faire, pour faire et comment faire. Et c'est comme ça que je vois cette jeune fille. Je ne crois pas qu'elle avait se dit, oui, je veux faire 7 chemins, combien je vais mettre dans ma poche ou combien je vais retirer de ma poche. Je pense que chaque pas l'amenait à certains endroits et là-bas elle a trouvé une solution et on arrive à voir qu'elle n'a pas fait toute seule. C'est pas possible de le faire seule. Il faut marcher toujours ensemble. C'est pour ça que l'entourage c'est important. Et tout ça ici dans cette salle, même quand on se dit on est tout seul, même quand on se dit c'est fatigant, même quand on se dit je n'ai pas de soutien de ma communauté, c'est pas vrai, parce que j'ai réussi et j'ai compris aujourd'hui que la communauté, c'est le monde qui marche avec moi, avec nous, parce qu'aujourd'hui, je suis là en tant qu'Angolaise et je suis avec la communauté qui est avec moi et qui est plurielle. Là, c'est pour dire que mon combat, depuis un certain moment, c'est de dire, mon rêve, c'est de voir les jeunes Angolais à immigrer. Mais c'est pas vrai. C'est à partir d'Angola pour venir en vacances et retourner chez nous. Ça, c'est mon rêve. Et quand j'ai commencé à dire ça, certains disent, ouais, tu rêves, ça c'est pas réel. Tu dis ça parce que ta vie est carrée. Certains ici connaissent très bien ma vie, elle n'est pas carrée, elle est réelle. Et c'est dans cette réalité que dans cette rêve, moi, nous, la communauté qui travaille avec moi, on a réussi à amener un jeune garçon qui s'appelle Aniceto da Silveira, du projet Lecture au domicile en Angola. Cette jeune était arrivée d'Angola le mois de mai. Lui est resté ici en France avec un objectif associatif et humanitaire dans le domaine de la littérature avec le projet qui pour lui c'est de donner la littérature à tout le monde. Comme je dis toujours, pour moi les livres ne devront pas être dans un étagère, les livres devront être libres comme les oiseaux. C'est dans ce moyen qu'il était arrivé en France, était arrivé en Portugal, et la fin lui disait, il faut que je retourne chez moi parce que c'est là-bas ma place et c'est là que je devrais changer le monde. C'est Aniceto da Silveira. Pour moi, Aniceto da Silveira, c'est cette jeune fille. Et je pense que tout ce que vous êtes là à faire pour nous, pour l'Afrique, c'est pas juste pour l'Afrique, c'est pour l'avenir, pour la jeunesse, pour le monde. Tout ça, c'est un héritage. Il faut valoriser toujours le passé, apprendre nos enfants à valoriser déjà la famille. Et je pense que c'est tout. Et merci, remercie encore. Une réaction sur le film? Non, mais je ne sais pas si on peut leur donner un peu là ou... Non, il faut pas. La caméra, non, c'est bien. Pour la caméra, c'est mieux. Donc je remercie tout le monde. C'est Malik Sakho de Diaspora 2.0. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir choisi le film. Parce que pour moi, le film, il attaque le mal à la source. Parce que pour moi, le fléau que constitue l'immigration clandestine est parti du fait que les parties qui étaient jadis plus vertes en Afrique sont devenues des déserts. Et le désert, la désertification a provoqué
l'exode rural en quelque sorte. Dans le film, j'ai vu qu'ils sont partis jusqu'à quelques kilomètres de mon village natal. Ils sont partis à Witu-Tchungoli. C'est à quelques kilomètres de mon village natal. J'ai vu qu'il n'y avait plus personne. Parce que les jeunes qui habitaient là-bas n'ont plus les moyens de subsistance en fait. Du coup, la Grande Muraille Verte est apparue comme étant une solution à ce fléau. Et malheureusement, les politiciens africains n'ont pas su prendre le ballon au rebond. Ils ont négligé un projet qui allait être de l'or pour l'Afrique, qui allait être une solution, une alternative à ce fléau, parce que beaucoup de nos fils, beaucoup de nos neveux, beaucoup de nos frères sont en train de mourir dans le désert ou en mer. Et la Grande Muraille Verte était conçue en fait pour non seulement régler le problème de la désertification, mais aussi régler le problème de l'immigration. Mais malheureusement, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, par manque de volonté politique, nos gouvernants n'ont pas exploité en fait, le projet jusque dans sa... ne l'ont pas exploité à 360 degrés et c'est déplorable. Et je lance un appel ici à tous les Africains de s'approprier le projet, car c'est nous, la communauté, qui pouvons donner du sens aux politiques, qui pouvons imposer aux politiques la façon de voir. Et tant que nous suivons les politiques dans ce qu'ils font, je crois que beaucoup de projets tomberaient dans l'eau. Et je remercie encore une fois l'association d'avoir choisi ce film qui est en fait un film qui décrit de manière transversale tout ce qu'on a connu comme fléau, tout ce qu'on a connu comme malheur. Je vous remercie. Et on trouvera une autre occasion pour évoquer le Congo en tout cas. Christian. Oui, après Christian. D'accord, on va prendre la parole. Ce que je veux dire, c'est après ces prises de parole, donc Elsa nous fera une dégustation nous montrera comment on fait, d'ailleurs c'est pas seulement une dégustation, c'est une conférence dégustation sur la soupe de haricots qui pourra servir d'ailleurs de guide pour ceux qui le veulent. Alors, merci. Après les trois interventions précédentes, pas facile, le petit mot que je voulais dire, en tous les cas c'est un beau film que je vois pour la deuxième fois et donc je ne regrette pas du tout parce qu'en fait on voit des choses que l'on n'a pas vues la première fois. Et pourquoi finalement je voulais dire un petit mot, c'est que Françoise a parlé de Elodie Haro et Elodie Haro, on s'était vu à Ouagadougou, donc elle avait fait la première partie de son voyage. Et donc très très compliqué déjà par rapport à la situation dans le pays du Sahel. Et donc on était tous à Ouagadougou à lui dire « oulala, c'est de la folie de vouloir continuer à remonter sur le Niger et ensuite le Tchad ». Son vélo, elle l'a laissé en cours de route, hein, donc elle n'a pas fini son voyage en vélo, c'était mission impossible. Mais n'empêche qu'elle est allée jusqu'en Éthiopie, donc c'est vrai que c'était super d'avoir fait ça. Et en fait, mon message derrière ça, c'est-à-dire, je vous incite à aller sur le site de la Grande Muraille, et vous verrez sur le site de la Grande Muraille que maintenant il y a plein d'associations qui sont en soutien de la Grande Muraille. Et donc, ce qui veut dire qu'au-delà d'un projet qui était général, qui était politique, ce qui est important, c'est qu'il puisse être repris à la base sur le terrain. Donc, je pense, par rapport au message pessimiste, que c'est pas perdu, qu'il y a effectivement des choses qui sont encore en train de bouger aujourd'hui, avec des associations qui font à leur petite échelle et qui potentiellement sont aidées dans le cadre de la Grande Muraille pour leurs actions locales. Et donc là, le lien, je ne suis pas sûr qu'on ait encore le temps. Donc nous, on a vu en Mayenne, il a fait 3 conférences, M. Henri Girard, qui lui est au Burkina Faso, donc il est arrivé dans les années 70. Et donc en fait, sa thématique, c'est le bocage sahélien. Donc ça rejoint la logique de la Grande Muraille, dans la mesure où il y a des principes agroécologiques, de faire des vives. Donc il y a à la fois la logique de la végétation, des arbres, le fait d'avoir des arbres
ça permet que la pluie revienne, et donc en même temps, avec une logique de conservation de l'eau, de périmètre finalement agricole avec des haies bocagères autour, c'est aussi une très belle expérience. Et donc ce qui veut dire que le principe de la grande muraille doit être marié avec les principes de l'agriculture familiale, agroécologie. Et c'est ce qui a été dit derrière cela, si l'agriculture se développe, c'est ce qui permet aux personnes de rester sur place. Voilà, merci. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on pourrait, je verrai avec toi, parce qu'on pourrait très bien imaginer que l'on se retrouve à Radon, là-bas, en Havane, avec les gens qui veulent, puisque nous, on peut réserver, les minibus de la mairie de Dreux. Aujourd'hui, on en avait un, on s'en a réservé. Et que ça permet, pour ceux qui le veulent, on pourrait partir avec le minibus, et donc, pour, pareil, une manifestation autour de ces projets-là, mais cette fois-ci à... Je tenais à prendre la parole parce que non seulement j'étais sorti, mais j'ai vu une partie du film qui me parle, La Grande Muraille Verte, pour deux raisons. Première raison, c'est que je suis acteur de cette muraille verte. Je me rappelle en 2009-2010, j'étais le président des naturalistes de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc chaque année, on se mobilisait pour faire des actions au niveau de 3 domaines. Sur le plan sanitaire, il y avait des médecins de l'université qui allaient soigner, faisaient des diagnostics, faisaient des préventions gratuitement au niveau de la Grande Muraille Verte. Également aussi, les étudiants qui étaient à la faculté des lettres faisaient de l'alphabétisation pour les femmes qui sont illettrées. Et nous qui étions environnementalistes, on faisait pas mal de plantes qu'on faisait. On faisait environ plus de 5000 plantes en 2 mois. Donc cette grande muraille verte me parle. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. On ne sait pas pourquoi, mais ça pourrait être une plus-value pour l'Afrique et les Africains, dans la mesure où, quelqu'un l'a dit précédemment, l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. En tant qu'enseignant, scientifiquement, ça a été prouvé que le premier humain Homo sapiens fut noir. Par la suite, ils ont pris le péninsule arabique pour pouvoir franchir l'Asie avec les phénomènes de glaciation. Et également aussi, le taux de mélanie a chuté, ce qui fait qu'il y a eu une diversité au niveau de la pigmentation. Donc le taux de mélanie a baissé pour certains peuples. Les Chinois ou les Japonais, à cause des phénomènes d'orogénèse, leur pupille a un petit peu rétréci, c'est pourquoi ils ont les yeux un petit peu petits, etc. etc. Oh, ça montre carrément que la planète Terre, on est unique, on est un, on est indivisible. Que ce soit africain ou européen ou asiatique, on est un, unique et indivisible. C'est pourquoi j'apprécie cette rencontre. Parce que cette rencontre nous montre carrément qu'on est tous pareils, on a tous le même code d'ADN, mais sauf que les nucléotides se sont disposés autrement. Mais ce qui est important, c'est notre force de se réunir, de s'unir, main entre les mains, pour pouvoir travailler ensemble, pour que notre communauté puisse aller de l'avant le plus sommet possible. En tout cas, merci, je tenais à m'exprimer et vous remercier également pour l'achat de ce livre. Et également aussi, nous espérons qu'on aura la réalisation de ce documentaire. Merci beaucoup. Merci. Plus de commentaires, de questions. On passe à la conférence dégustation d'Elsa autour de la soupe de haricots. Je parle autour de la soupe d'haricots. Pourquoi la soupe? Je pense que mon idée c'est de vous inviter à... je pourrais servir chacune à manger. Là je viens, je commence à échanger un peu. Vous pouvez demander quelqu'un qui a déjà remarqué pourquoi les tissus, pourquoi
et les images qui sont là, tout ce qui est là, en vrai, c'est mon héritage. Oui, mon héritage. Pour certaines, l'héritage, c'est les grandes maisons, l'argent aux banques. Et pour moi, mon héritage avant, à chaque fois que je lisais un livre, je disais à ma fille, à la fin, je laissais toujours un petit mot disant, comme je n'aurai pas de l'argent, je te laisse ce beau livre. C'est le seul moyen que j'ai de te donner quelque chose de beau. Aujourd'hui, pour moi, j'ai compris que ce livre, c'est toujours quelque chose d'unique, mais mon histoire, c'est aussi un héritage. Là-bas, c'est mon héritage, et je pourrais expliquer aussi. La salle est ouverte, et pourquoi la soupe? Parce qu'elle me ressemble chez moi, où c'est une famille majoritairement de femmes. On est une grande famille, ma grand-mère, tata et tel. Et la cuisine, c'est le centre de conférence. Ça veut dire que c'est dans un coin, ma mère, ma tante sont à faire la nourriture, les enfants sont accompagnés toujours. Et en même temps, ils sont à échanger entre eux, nous à échanger, ils sont en vrai attentifs. Et c'est dans ce lieu-là qu'il y aura des conversations qu'aujourd'hui je porte avec moi et qui guident un peu, qui sont là à faire mon chemin. C'est pour ça que j'ai choisi la soupe, parce qu'elle me parle. Et après, je dirais aussi, pourquoi vraiment la soupe? En tant qu'émigrant aussi. Il y a des choses comme elle dit de son héritage, puisque c'est lié à la semaine de l'Afrique, ça? Oui, c'est dans le cadre. La proposition que j'ai ramenée aujourd'hui, c'est la semaine de l'Afrique. La semaine de l'Afrique se passe en 2026. On va être à la 4e édition. La semaine de l'Afrique, c'est un espace d'ouverture dans lequel les peuples, autant qu'Africains de la diaspora ou pas, ils pourront dire je suis africaine et en tant qu'Africaine, je me présente. Je connais pas mal de projets africains dans lesquels il y a un stéréotype qui a été construit. Et dans dans ce projet de Semaine de l'Afrique, l'idée c'est que chacune pourra s'exprimer à rejoindre la parole. On a mettre bien. D'accord, merci. Et puis après, si tu as une voix, coucou. J'arrive à te repérer. Oh, c'est bon, tout le monde se souvient. Gaëlle aussi? C'est ça, c'est ça, hein? Ok. Ça coûte pas cher de rejoindre. Oui, c'est ça. 130 € pour l'année, c'est pas cher. Parce que là, j'ai rejoint l'association, mais